Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les amis. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Donc Anne-Marie Doré, grande voyageuse ayant dans son baluchon un doctorat d'archéologie du Proche-Orient ancien, un diplôme de l'école biblique de Jérusalem et quelques autres broutilles. Voilà. Euh, Et la conférence d'aujourd'hui, dans le cadre des conférences de notre agence Intermed, va porter sur une double destination, donc Jordanie, Arabie du Nord. C'est une destination toute nouvelle et je pense que peut-être vous seriez curieux de quelques questions. J'y répondrai, si vous voulez bien, à la fin. D'accord ? Alors, cette double destination est toute nouvelle. Elle sera accessible dans le cadre du service groupe à la carte et peut-être, j'espère, bientôt en catalogue. Il s'agit de centrer la conférence et justement cette proposition de voyage sur les royaumes caravaniers du nord de la péninsule arabique et de la Jordanie. Voilà. Alors, quand on est un voyageur passionné, qu'on arrive à Riyad, par exemple, nos pas nous conduisent en premier lieu au musée archéologique. Alors, voilà, je suis un petit peu en retard. Donc, je disais Arabie du Nord-Ouest et Jordanie. Et nos premiers pas nous conduisent au musée de Riyad, qui est un magnifique musée récent, très bien, je dirais, plein de belles œuvres. Et ces œuvres nous disent quoi? Qu'en fait, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, nous avons dans les annales archéologiques, dans les annales assyriennes, de nos rois assyriens, Nimrod, Ninive, ça se trouve au nord de la Mésopotamie, mention de populations comme les Nabatou. Et puis aussi de gens qui viennent de Tehima. Ah, alors voyons. Tehima, c'est une grande oasis dans le Hedjaz saoudien, avec une agglomération qui porte le nom de l'Oasis. Tehima était la capitale d'une population qu'on appelle les Madianites. Et les Madianites, vous en avez entendu parler dans la Bible. Malheureusement, Moïse tient plus du mythe que de la réalité. Et lorsqu'il va épouser la fille du roi prêtre Jéthro, on ne peut pas se fier à ce qui est dit dans la Bible. Voyez ? Par contre, les archéologues, voyez-vous, eh bien, ont largement exploré la région et vous pouvez voir sur cette carte que Tehima est à la confluence de routes qui viennent vers le sud, l'océan Indien, avec la corne de l'Afrique, qui remonte vers le nord, c'est-à-dire l'Égypte, le Levant, la Méditerranée, tout au nord vers l'actuelle Turquie, mais aussi bifurque vers la Mésopotamie. Et c'est ainsi que sur ces routes qui apportent de l'or, de Nubie, de l'ivoire, de la côte de l'Afrique, des pierres précieuses, semi-précieuses qui arrivent par l'océan Indien depuis l'Inde, des lapis lazuli, des turquoises par l'Iran et l'Hindoukouche, des tissus, du bétail, des quantités de produits vont et viennent dans les deux sens, donc, et Tehima se trouve à cette confluence. Et pourtant, l'oasis est habitée par des sédentaires depuis la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais ce qui nous importe là, c'est la constitution de ce royaume, comment dirais-je, caravanier des Madianites, centré autour de leur capitale, Tehima, que l'on voit justement dans le voyage. Et vous avez là exposé un mur de pierre qui est l'un des nombreux murs qui encerclent, si vous voulez, les différents quartiers de la ville de Tehima. Certains de ces quartiers
ont été fouillés et pour l'heure ont révélé, comment dirais-je, des objets, des découvertes de la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais il faut savoir quand même que les Madianites et Tehima existaient depuis le début du premier millénaire. Et en fait, les richesses qui passent par cette ville vont attirer la concupiscence d'un roi babylonien, Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ, un certain Nabonide, donc, qui vit entre 556 et 539. Et Nabonide est un roi amoureux de la déesse Lune, Sin, qui habiterait une des montagnes pas très loin de Tehima. Alors, ce roi dévot est peut-être mu par grande dévotion, mais il est surtout mu par les richesses du trafic caravanier. Il va résider là-bas 10 ans. Et sa présence nous a été révélée par de nombreuses inscriptions cunéiformes, qu'accompagnent aussi des inscriptions talmudéennes, diverses et variées. Il y en a beaucoup, vous voyez. Seulement voilà, Nabonide va être rappelé en urgence à Babylone, ça va très mal dans la ville qu'il a abandonnée pendant 10 ans, sa population mécontente, il rentre très vite et du coup, Tehima est livrée à elle seule, à elle-même. Pourtant, Tehima contrôle les routes depuis le sud de la Jordanie, même plus au nord que Aqaba, et jusqu'à Yatrib, aujourd'hui Médine. C'est une vaste région, et c'est une oasis pleine d'eau, voyez. Eh bien, la culture de Tehima, madianite, si elle a été indépendante pendant la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, le dos tourné de Nabonide va donner des ailes à d'autres petits royaumes de la région qui sont tentés et qui vont prendre le pouvoir à Tehima. Ce sont les royaumes, comment dirais-je, dadanites. Et c'est ce que nous allons voir, ce que vous voyez là sur vos images, c'est en fait la période d'occupation du royaume de Dadan et de Lian, qui occupent tous les deux la grande et magnifique oasis de Al-Oula. Et vous avez ces fouilles, là, ce sont une nécropole qu'on livrait des bols, mais regardez là, vous avez un bâtiment dont on ne sait si ce sont des, comment on appelle ça, un temple, un palais ou autre, qui nous a révélé du matériel archéologique très intéressant, comme cette stèle sculptée, voyez, cette tête, donc, qui est du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et qui est totalement comparable à ce qu'on peut trouver un tout petit peu avant dans le royaume de Ammon, en Jordanie, voyez. Vous avez là, par exemple, une stèle avec juste un visage très schématiquement, comment dirais-je, dessiné, qu'on retrouve partout dans toute la péninsule arabique, la Jordanie, à peu près, voilà, à la même époque. Je reviens sur cette carte, donc, des voies commerciales, car ce que j'avais mis avec a été modifié là. Vous avez Dadan. Vous voyez un carrefour de route. Dadan, c'est dans l'oasis de Al-Oula que vous avez ici. Et comment dirais-je, Dadan est une capitale de cette oasis qui a d'abord abrité la dynastie dadanite qui va dominer Tehima, mais que quelques décennies à peine. Parce qu'il y a une autre population de cette même oasis, les Lianites, qui prennent le pouvoir à Dadan, conservent Dadan comme capitale dans la vaste et très belle oasis de Al-Oula, et vont à leur tour dominer toute la région madianite et Tehima. Voilà. Donc, et de cette oasis, dans ce wadi dont vous avez quelques vues qui passent, vous voyez, eh bien, Dadan se repère très vite dans les falaises.
quand on regarde les falaises, tout en bas de la falaise, vous avez des petits points noirs. En fait, c'est une nécropole que vous avez là en plus grand, voyez. Euh, on inhumait le corps dans ces orifices et qui sont protégés, regardez, par des protomes très schématisés de lion. Le lion, c'est la force royale, c'est la puissance qui va protéger la sépulture, mais c'est aussi cette force puissante qui va permettre de, comment dirais-je, de ressusciter, de revivre après la mort dans un autre monde. Voyez-vous? Donc, et ça, c'est caractéristique de la culture dadanite. Dadan a été, entre autres, fouillé. Les fouilles que vous avez là, notamment d'un temple, se trouvent juste en dessous de la falaise que vous avez vue. Ça se visite. Il faut quand même quelqu'un pour bien expliquer. Et c'est, comment dirais-je, à Dadan, dans ce sanctuaire, qu'on a retrouvé, tout comme un exemplaire à Teima, donc, ces statues royales. Elles sont tout à fait contemporaines à ce qu'on peut avoir encore en Jordanie, euh, au VIe siècle, par exemple, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire frontalité, fixité. On n'est pas dans le monde de la réalité, on est dans un monde, comment dirais-je, transcendé par la vie éternelle. Donc, et c'est une statue tout à fait comparable à celle-ci. Vous savez que le ministère du Tourisme saoudien vient de prêter pour 5 ans au Louvre. Et si vous avez envie d'en voir une en réel, ben, allez au Louvre. Elle est maintenant présente depuis 2-3 semaines, installée sur son socle. Vous voyez, ces royaumes, pour contrôler les voies de commerce, ont besoin d'une administration et d'une écriture. Vous voyez, parce que là encore, Dadan, sous la dynastie lianite, 5e siècle avant, 1er siècle après, avant, eh bien, contrôle la même région que nos Madianites, c'est-à-dire au nord de Aïla, aujourd'hui Aqaba, jusqu'à Médine, l'ancienne Yatrib. C'est toujours cette même vaste région du Hedjaz, nord-ouest de la péninsule arabique. Et sur les parois de la falaise qui sont en face des bâtiments que vous avez vus en fouille, eh bien, vous avez des centaines d'inscriptions lianites, dédanites, tamoudéennes, safaïtiques et minéennes. Et oui, à Dadan, il y avait, comment dirais-je, une colonie d'Arabes, sud-arabiques, minéens. Maïn était un de ces royaumes sud-arabiques au même titre que Saba, Kataban, Hadramaout. Mais c'était un royaume centré surtout sur le commerce et qui amenait tous les produits qui arrivaient en Arabie heureuse vers donc Dadan, et il y avait là un comptoir Dadanais qui envoyait, qui recevait et faisait repartir dans l'autre sens ces richesses, et notamment de plus en plus de la myrrhe, de l'oliban, des encens que l'on exploitait en Arabie heureuse. Alors, le royaume dadanite vivra jusqu'à un événement. Cet événement, eh bien, il s'appelle Arabe nabatéen. Sur la carte, vous avez Dadan et plus au nord, vous voyez Petra. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans les archives assyriennes, donc du nord de l'Irak aujourd'hui, les archives mentionnaient les gens de Teima, mais mentionnaient aussi les Nabatou, c'est-à-dire les Nabatéens. Et nous sommes là dans le courant du 8e siècle avant Jésus-Christ. En fait, on a une espèce de nébuleuse arabe nabatéenne qui est là, qui émerge du désert donc d'Arabie, se dirige vers le désert de Syrie, et qui va petit à petit se concentrer sur une région, principalement, qui est la région de Édom. Édom est comprise, grosso modo, entre le sud de la mer Morte et Aqaba, à l'est de la faille tectonique. Donc, tout simplement, centré autour de Petra. Vous voyez? Et c'est là que, petit à petit, vont se concentrer nos Arabes nabatéens, qui sont des nomades. Et en fait, il va y avoir un phénomène historique
Tout simplement, qui va faire entrer les Nabatéens dans la grande histoire, pas seulement une population mentionnée dans des chroniques, dans des annales, mais les rentrer dans la grande histoire. Vous connaissez tous Alexandre le Grand, qui est mort en 323 à l'âge de 32 ans à Babylone. Et ses amis d'enfance vont se disputer l'empire qu'il vient de conquérir. Alors, Ptolémée, fils de Lagos, va très vite obtenir l'Égypte, la partie sud, la côte levantine, Chypre, pas de problème. Mais il y en a deux qui vont se battre entre eux, c'est Antigone le Borgne et contre Séleucus, fils d'Antiochus. 20 ans de guerre, chacun aura ses succès, ses défaites. Mais ça coûte cher, une guerre. Et Antigone le Borgne a entendu parler de nomades arabes, nabatéens, qui commercent la myrrhe, l'encens, le blé, le bitume, les ivoires, tout ça, qui sont immensément riches et qui entreposent leurs richesses au sommet d'une roche. Donc, là voilà, cette roche que l'on connaît sous le nom de el-Biara, la mer des citernes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de source en haut, la vie n'est possible que par des citernes, voyez, creusées. Et que va faire Antigone, le courageux Antigone? C'est d'aller piller la roche, parce qu'elle sert d'entrepôt pour les Arabes nabatéens. Et alors que ces Arabes nabatéens sont partis avec leurs caravanes pour acheter, vendre et tout ça, ont entreposé leurs richesses au sommet en y mettant quelques vieilles personnes, femmes, enfants, Antigone fait attaquer la roche, il la prend, et quand les Arabes nabatéens reviennent, c'est le désastre. Ils envoient une missive à Antigone le Borgne, écrite en araméen, voyez, en leur disant, mais nous ne sommes pas vos amis, pourquoi vous nous avez attaqués? Et Antigone le Borgne, oh ben, excusez-nous, on s'est un peu trompé, sans blague. Bref, l'année suivante, Antigone le Borgne va réitérer son attaque. Mais les Nabatéens l'attendent, qui vont le vaincre, tuer son général Athénée, et c'en est fini. Antigone le Borgne ne reviendra plus jamais dans la région. Voyez? Mais cet événement a servi de leçon aux Nabatéens qui se disent que une confédération tribale, c'est plusieurs tribus, des chefs de tribus, des clans, c'est un pouvoir divisé, qu'il faudrait peut-être concentrer le pouvoir. Et on va le voir à travers un document du milieu IIIe siècle qui est le papyrus de Zénon. Et ce papyrus, que l'on peut dater de 247-259, nous mentionne les gens de Rabelos, qui exploitent le bitume de la mer Morte pour l'envoyer en Égypte et livrent en Égypte de la farine de froment. C'est intéressant. Rabelos, c'est la forme hellénisée de Rabel. Rab-El, Dieu, El, est grand. Il n'y a pas le titre de roi. C'est trop tôt apparemment. Mais on aurait là peut-être un chef de confédération tribale. Donc on sent un pouvoir qui va se recentrer régionalement, Édom, mais recentrer également autour d'un personnage qui sera le seul à prendre des décisions rapides avec toute autorité qu'il faut. Voyez. Et c'est l'époque où nous avons des témoignages. Je pense à Diodore de Sicile, qui est pourtant un chroniqueur du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais qui a copieusement, je dirais, utilisé les écrits d'un hiéronyme de Cardia du IVe siècle, et qui nous dit que les Arabes nabatéens se servent du désert comme d'une forteresse, qu'il n'est connu que d'eux, qu'ils ont creusé dans le désert des citernes, dont l'orifice est caché par une pierre, on peut passer à côté et ne pas les voir, que ce sont des nomades qui font du grand commerce, qu'ils élèvent des troupeaux, qui n'ont coutume ni de boire du vin, ni de construire des maisons, etc. Vous voyez,
Ça va changer bientôt. Et effectivement, au milieu du IIIe siècle, ce document est important, le papyrus de Zénon, et par la suite, nous avons donc ici une petite faute, obodas, quand on retranscrit, faire attention, eh bien, nous avons, comment dirais-je, petit à petit, le resserrement autour d'un lieu saint qui est Requem, la bariolée, connue plus tard sous le nom de Pétra. Pétra, c'est le nom donné par les Gréco-romains, mais le nom sémite, c'est Requem, qui est un site qui se trouve au pied de la roche, de la pierre, c'est là, appelé plus tard Pétra, voyez. Et comment dire, on sent que les choses petit à petit s'organisent, un état. Effectivement, des 170, 169 avant Jésus-Christ, mention d'un premier roi, Arétas IV. Très intéressant. C'est le premier d'une dynastie, c'est un souverain, c'est un roi. Les choses s'organisent. Et alors que cet État naît autour d'une capitale, Requem, la bariolée, Pétra, il y a un autre État à côté qui est en train de naître et de s'organiser autour de Jérusalem. C'est le royaume hasmonéen de Jérusalem en révolte contre, donc, précisément l'empire gréco-macédonien, donc de Séleucide. Le nom vient de Séleucus Ier, qui a remporté la victoire en 301, une victoire définitive sur Antigone le Bonne, et fonde un empire, il s'appelle Séleucus Séleucide. Et de part et d'autre du rift de petits royaumes, Jérusalem d'un côté, Pétra de l'autre, apparaissent. Les dynasties confortent leur pouvoir, ont des propensions à l'expansion, et à un moment donné, bien entendu, ils vont se heurter, bien évidemment. Et à partir, je dirais, de 169-170, le royaume hasmonéen de Jérusalem et le royaume arabe nabatéen de Pétra vont constamment s'affronter. Voilà. Et néanmoins, ça ne va pas empêcher le royaume nabatéen de Pétra de se fortifier, au point que, en 85 avant Jésus-Christ, eh bien, tout simplement, un roi nabatéen va battre et tuer le grand empereur Séleucide, donc 85. Et là, cet empire Séleucide va s'émietter à la suite de, comment dirais-je, de cet événement. Comment dirais-je, le chaos envahit l'empire séleucide à un point tel qu'à un moment donné, 84 avant Jésus-Christ, les habitants de Damas, très au nord, font appel au roi de Pétra pour les gouverner et rapporter la paix. Donc on voit que le royaume, les rois ont grandi en puissance au point qu'on les appelle au secours. Vous voyez, c'est important. Et nous avons donc un royaume qui, à côté du royaume hasmonéen de Jérusalem, se développe jusqu'au moment où Rome, constatant que l'empire séleucide est un fruit très mûr qu'il est temps de le cueillir, eh bien Rome va envoyer un de ses trois grands généraux, Pompée, faire la cueillette, eh bien ma foi, du Levant, et fonder en 64 avant Jésus-Christ la province de Syrie. C'est ainsi que le royaume hasmonéen de Jérusalem rentre dans l'empire romain, mais pas la nabatéenne, qui reste indépendante. Et le roi de cette époque-là, Malicos Ier, va faire mieux. Comme il s'entend bien avec les Romains, que va-t-il faire? Au nord, il fonde la ville de Bosra, actuellement en Syrie du Sud, et à 900 km au sud, 700 km au sud de Pétra, il fonde une colonie
et gras. Nous sommes là vers 50 avant Jésus-Christ. Et les deux, Bosra au nord et Gras au sud, sont à peu près à mi-distance enfin, Petra est à mi-distance, tout simplement. Alors, par la suite, eh bien, Petra devient capitale d'un grand royaume de 900 km de long, donc, et qui s'étend depuis le désert, à peu près, jusqu'à la Méditerranée. Et selon le moment, eh bien, les ports de Gaza et de Rhinoculure seront des possessions nabatéennes, tantôt perdues, tantôt récupérées. Alors, voyons un peu cette capitale de Petra. Elle se trouve, en fait, dans une faille, sur le rebord de la faille. Au-dessus, vous avez des montagnes coiffées de calcaire, 1500, 1700 mètres d'altitude. Tout en bas, ma foi, on a moins 400 mètres, voyez, ce qui fait un sacré dénivelé. Et entre les deux, vous avez tout simplement, eh bien, là, le lieu saint de Petra, qui est avant tout, eh bien, une nécropole. Ensuite, un lieu saint, et beaucoup plus tard, ce lieu va s'urbaniser et deviendra une agglomération. Mais pour l'heure, donc, c'est un lieu saint et une nécropole doté de 3 bourgs. Le bourg par lequel on arrive en bus, tout ça, où il y a toute la zone hôtelière, c'est Gaïa. Quand les Jordaniens ont creusé pour faire des hôtels, tout ça, ils sont tombés sur des vestiges de palais nabatéens. C'était je dirais, la ville urbaine palatiale des rois nabatéens. De l'autre côté de Petra, vous avez un bourg qui s'appelle, un site plutôt qui s'appelle Sabra, dans lequel on a retrouvé des restes de forges, de poteries. Il semblerait qu'on est là plutôt à Sabra, un bourg artisanal. Et il y a un troisième point qui fait la pointe du triangle, Wadi Bared, que j'évoquerai et que nous verrons tout à l'heure, la vallée fraîche, qui était en fait le point de ralliement des caravaniers. Car il ne faut pas imaginer que les caravanes de dromadaires rentraient sur le site. Jamais. Ça fait trop de dégâts, c'est pas des petits moineaux. Hein. Donc, et c'est un lieu saint et une nécropole au départ. Donc, voyons un peu cette nécropole au départ. Il s'agit là plutôt, on est avant le fameux Sikh, la faille, et donc là, c'est la nécropole de Gaïa, qui dépendait de l'agglomération de Gaïa, par lequel en général on commence la visite. Et qu'avez-vous là? Eh ben, des néfèches, le support de l'âme végétative du défunt, c'est-à-dire des massifs cubiques taillés dans la roche, voyez, qui sont isolés du reste de la roche avec des décors plus ou moins variés, ayant ou non à proximité ou dessous ou pas une cavité pour l'inhumation, mais peu importe. Le cadavre peut être à 400 km du moment que le nefesh est là, c'est l'essentiel. Car le nefesh est le support de l'âme végétative. C'est tout ce qui intéresse. Puis, quand on entre sur le site de Petra au terme d'un défilé de 2 km, partout, des centaines de tombes. Là, vous avez des tombes qui sont parmi les plus anciennes, de type ce qu'on appelle mésopotamien. C'est-à-dire que vous avez des petits boudins, vous voyez, comme ça, horizontaux, et par-dessus des petits merlons mésopotamiens. Donc, il semble que ce soit parmi les tombes les plus anciennes, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, très certainement. Vous avez d'autres tombes. Juste avant le défilé, la tombe dite aux obélisques. Alors, ce ne sont pas des obélisques. Ces petits pyramidions sont des néfèches. 4 pyramidions, donc 4 néfèches, donc 4 personnes inhumées à l'intérieur. Vous voyez, il y a diverses manières comment dirais-je, de figurer un néfèche. Ça, c'en est une. Le monument creusé dessous l'a été un siècle plus tard. Et ce n'est pas une tombe, c'est un triclinum, c'est une salle à manger
funéraires. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans le site, des centaines de tombes de type aigras. Aigras, on a deux types de tombes, dont celle-ci. Vous voyez, avec des petits escaliers qui donnent sur une corniche égyptisante, des petites corniches gréco-romaines, et ensuite avec une porte décorée d'un fronton avec ou non urne funéraire, des piliers surmontés, encastrés d'ailleurs, surmontés de chapiteaux à cornes typiquement nabatéens. Vous avez des tombes beaucoup plus vastes sur le site, à gauche dites du palais, à droite dites corinthienne, voyez, vous avez, quand on monte, qu'on redescend dans le wadi Firassa, c'est le wadi Abalé Félos, Firassa, une tombe du 1er siècle, tout début du 1er siècle, dite du jardin. Car effectivement, tous ces milieux funéraires étaient dotés de collecteurs d'eau, de citernes construites, de citernes creusées, voûtées, de canalisations, ensuite d'un triclinum ou biclinum, d'un jardin funéraire, au bout des petites pièces creusées dans le rocher qui étaient des annexes, voire d'autres tombes familiales. Tout était largement aménagé. Voyez, et regardez la tombe du jardin, quand vous, à gauche, vous avez une petite dépression qui vous mène là. La tombe dite du soldat, eh ben, c'est une tombe du 1er siècle, squattée par un officier romain du 2e siècle avec ses 2 fils, qui ont mis dans les 2 niches leur statue, mais construite en moellon. C'est pas creusé comme à la mode nabatéenne, puisque c'est squatté. Voyez, d'un côté, vous avez la tombe, et en face, vous avez le triclinum qui vous est montré à droite, donc on voit les banquettes, voyez, à droite, et où l'on servait le repas funéraire, tout simplement. Ça, c'est un type de repas funéraire, oui, effectivement, parce qu'on aura les repas d'affaires, les repas cultuels, etc. Et regardez ce qu'en donne une reconstitution faite par des archéologues allemands. Donc, notre tombe, elle est à droite. En face, vous avez le triclinum et tout est relié par un portique qui délimite une cour avec une tour, voyez, qui contrôle les passages qui arrivent, qui repartent. Tout était construit. Forcément, au bout de 2000 ans d'abandon, ben, ce que l'on voit est très romantique. Vous voyez, il faut avoir de l'imagination. Toutes ces tombes, eh bien, c'est un travail inouï dans ce grès qui est assez friable, vous voyez. Et donc, on commence par le haut, vous avez ceux qui débitent les gros blocs qui descendent, puis au-dessus, sur des planches, vous avez les sculpteurs qui finalisent. Et tout le monde descend comme ça petit à petit, hein, du haut vers le bas. Je disais aussi que Petra, Requem, la Bariolée, c'est aussi un lieu saint, où il y a de nombreux lieux de culte. Je vous ai mis là un dessin du milieu du 19e siècle de David Roberts qui vous dessine une arcature. Effectivement, les Nabatéens, à l'entrée de cette voie principale, parce que c'est pas que celle-là, il y en a plusieurs, mais celle-là, c'était la grande voie principale qui venait de Gaïa, la zone palatiale, si vous voulez, et donc là, on lui donnait un côté très cérémoniel, voyez, et tout le long de ce cycle, qui fait à peu près 2 km de long, vous allez voir, on a des petits naos, des nefesh, etc. Cette arche est tombée accidentellement en 1911. Grâce à Dieu, grâce à David Roberts, nous avons une représentation. Alors, on a passé l'arche, on marche dans ces couleurs flamboyantes, magnifiques. Et ici, on voit des éléments de religiosité. Sur un rocher tombé déjà à l'époque nabatéenne, vous voyez, ils ont creusé en bas un petit naos avec 2 pierres dressées, des bétiles, Beth-Il, la maison de Dieu. Ces pierres dressées symbolisent simplement l'omniprésence de Dieu parmi ses fidèles. Comme par exemple dans un tabernacle, vous avez l'omniprésence de Dieu à travers le tabernacle dans une église. Voilà, ce n'est pas la divinité, elle symbolise une
omniprésence. On est d'accord? Voilà. Et partout, des petits néfèches. Vous voyez, à gauche, vous avez la pierre noire, comment dirais-je, sur son motable dans une niche. À droite, vous avez soit trois néfèches ou divinités. La pierre noire ou la plus grande des pierres, il s'agit de Dushara. Je vais y revenir. Entre les deux, vous avez regardé, on devine le bas du corps d'un caravanier qui conduit un dromadaire. Alors, on voit les deux pieds, les deux sabots du dromadaire, on devine le volume du ventre, vous voyez, mais ce cycle, quand les orages éclatent, l'eau ravine avec le rocher, tout ça, et ça lime tout ça, vous voyez. Donc, et on arrive au bout de ce wadi magnifique devant le trésor. Le trésor du site, mais le trésor aussi en tant que nom, le Razni. Absolument magnifique. Alors, ce trésor, qu'est-ce que c'est? Ben, on ne sait pas bien. Comment dirais-je? Ça peut être une tombe, mais ça peut être aussi un triclinum. Certains ont proposé un temple, en deux mots, on ne sait pas bien. Mais c'est le plus beau monument de Petra. Et quand on regarde les détails de ce monument, bon, vous avez devant la façade d'un palais funéraire, comme on l'a sur des céramiques d'Alexandrie, et puis en général, ce qui est derrière, on ne le voit pas, donc on le met au-dessus. Et au-dessus, c'est la coupe d'une cour funéraire avec la tolos, dont vous avez le détail à côté. Cette tolos, eh bien, vous avez la déesse Atargatis, Isis. C'est une déesse de vie qui, dans un contexte funéraire, prend l'aspect de vie après la mort. Voyez, à côté d'elle, vous avez deux Amazones qui dansent, et en bas, dans les prises, dans les colonnes, vous avez les dioscures de Zeus. Alors, vous pouvez voir qu'on est dans un contexte sémite, néanmoins, il y a de nombreux emprunts aux cultures environnantes hellénistiques et romaines. Voilà quelques détails de sculpture du Razni. On peut apprécier les chapiteaux très finement taillés, ce qui laisse supposer que ce monument aurait pu être creusé à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque d'un très grand raffinement sur le plan décoratif. Parce qu'on a un petit souci à Petra, c'est qu'on n'a pas de nom et pas de date, à l'inverse de Egra où on sait tout. Dessous, en tout petit, vous avez la grande salle sépulcrale, vous voyez, avec la petite niche où peut-être on déposait le corps, vous voyez. Et quand vous voyez la richesse des couleurs moirées, vous comprenez le nom, Requiem Bariolé Moiré, qui était le nom véritable de Petra par les Nabatéens. Autre, je vous parlais de lieux. Alors, il y a les hauts lieux saints, il y en a plusieurs dans Petra, je vous montre qu'un seul, où on monte habillé de blanc, portant des bétiles, des animaux à sacrifier. On arrivait sur ce haut sommet taillé, et nous disent les textes, la finale étant encore sur les lèvres, on déposait le bétil sur le petit support, et puis à droite, eh bien, on mettait un autre bétil encastré au-dessus des 3 marches, et tout à côté des 3 marches, 3 autres marches, vous voyez, qui mènent à un cercle. Et là, eh bien, le prêtre sacrifiait une victime, ne me demandez pas laquelle, et à ce moment-là, il était le premier à goûter au sang avant de le projeter sur les bétiles, ces pierres dressées qui symbolisent l'omniprésence divine. Voilà, dans les abords, un de ces bétiles qui fait à peu près 6 mètres de haut, vous avez une personne, vous voyez, au pied, et il y en avait 2 côte à côte qui étaient carrément taillés dans le rocher. On a carrément enlevé la montagne autour, vous voyez, pour les libérer. Et vous avez tout en haut, là, je vous ai mis à la flèche, eh bien, un autre haut lieu, mais il y en a encore, il y en a plein des hauts lieux, voyez. Et dessous, vous avez la falaise de Ruta sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Les dieux. Eh bien, d'où Chara? D'où celui, Chara, c'est la montagne qui domine Petra. C'est un dieu caravanier, voyez. Alors, on le représente sous une forme de pierre dressée, comme à droite,
Et au-dessus, vous avez la même chose, Douchara, mais dans sa forme hellénistique et romaine de Zeus Jupiter. On a les deux aspects. À gauche, c'est Zeus Jupiter. Vous voyez, Douchara. Au cours de nos pérégrinations dans le site, on tombe sur cet autel qui était surmonté d'un bétil qui a été un petit peu gratouillé, vous voyez, de Douchara ou de Al-Ouza. Et dans les parages, vous avez un Douchara Zeus Jupiter. C'est l'influence hellénisante. La déesse Al-Ouza, la très forte, c'est la parèdre de Douchara. Alors elle, on la voit souvent sous forme de bétile avec deux yeux plus ou moins schématiquement dessinés. Vous voyez, Al-Ouza, la très forte, elle y a son temple aussi sur le site, mais elle a aussi un corollaire. Comment dirais-je, à l'époque hellénistique et romaine, qui est une Atargatis. C'est la même chose, c'est une déesse de vie qui, dans un contexte funéraire, assure la vie après la mort. C'est une déesse de la végétation, de la vie, etc. Voyez. Dans les temples construits, celui de Douchara, de profil, à droite, de face, on devine qu'il y avait des colonnes en façade, n'est-ce pas? Et la reconstitution qui en est faite un peu petite à gauche, vous voyez, tout simplement. Ça, c'est un temple construit au dieu Douchara. Et en face, de l'autre côté du wadi, le temple de la déesse Al-Ouza, la très forte, sa parèdre, vous voyez, donc, qui est assimilée à Atargatis, Isis, comme on veut. Hein. Vous avez une vue de trois quarts, une vue qui surplombe, et on l'appelle au lion ailé parce que tout simplement, nous avons retrouvé des bas-reliefs. Alors le lion, c'est la force royale, mais le lion est un félin, donc il exprime la fertilité, la fécondité. En même temps, c'est la puissance, c'est la matière, c'est la terre. Ailé, parce que ailé, en connexion avec le ciel, le céleste. Donc on a le ciel, la terre, l'esprit, la matière. Donc, vous voyez, cette dualité qui est exprimée par un simple bas-relief, tout simplement, comme d'habitude en Orient, on parle par image interposée. Voilà. Alors, un effet de la déesse Al-Ouza, cette fois-ci, à Aigra, qu'on va voir tout à l'heure, donc. Et puis, en dehors des nécropoles, des temples, il y a des triclinias funéraires, on a vu, mais cultuels. Je vous remets le temple de Douchara, donc, avec à côté, alors il n'y a que le soubassement, un triclinum, religieux, hein, tout simplement. Et en bas, nous avons un autre monument que l'on atteint au terme d'une belle montée, 3/4 d'heure, 50 minutes, avec des paysages époustouflants. C'est le Der, le monastère. Un monument de 40 mètres de haut, presque autant de large, vous voyez. Et autant le Rasné était d'expression hellénistique de la fin du 1er siècle avant, celui-ci est d'expression vraiment romaine, massif, qui se tient, équilibré. Et effectivement, c'est pratiquement le dernier monument de Pétra en termes de date, qui date du dernier souverain de Pétra, Rabel, Dieu est grand, numéro 2 cette fois-ci. Il est mort en 106, donc ce monument pourrait avoir été taillé sur son ordre, un petit peu avant. Et vous avez à l'intérieur de ce monument une grande salle avec l'autel accessible par 2 petits escaliers, des restes de banquettes sur les côtés. C'est un triclinium, tout simplement, qui était dédié au seul et unique roi divinisé, Obodas Ier. Et puis, je vous disais tout à l'heure que les caravanes de dromadaires n'arrivaient jamais sur le site. À 8 km de là, hein, donc dans un paysage où l'on voit encore partout des restes de citernes, de canalisations, de champs plus ou moins en étage, parce que nos Nabatéens, quand ils ont petit à petit transformé ce lieu funéraire et saint en agglomération, ont eu besoin d'eau.
Et donc, ils ont contrôlé et aménagé un grand système hydraulique sur à peu près 90-100 km² qui fournissait de la vigne, des arbres fruitiers, des céréales comme du blé, de l'orge, etc. Vous voyez, petit à petit. On traverse ces zones pour arriver 8 km plus loin à Wadi Bared. La vallée fraîche. Et là, un petit cycle de 20 mètres de long nous amène sur un petit pétrin miniature. Et là, pas de tombe. Ce sont des salles à manger d'affaires. 7 tréclinias d'affaires. Et en avant de cette ouverture, vous avez plein de citernes creusées dans le rocher, et c'est là qu'arrivaient les caravanes de commerce. C'est là qu'elles se posaient. Et c'est là que les dernières, dans les années 1920, ayant mis 5 jours pour venir du Caire, sont arrivées. Vous voyez, après, c'est fini, c'est oublié. Vous voyez. Et donc, ce sont des salles à manger très largement ouvertes, avec toutes dessous des citernes. Vous voyez, il n'y a pas de porte. Certaines de ces salles à manger, eh bien, sont très joliment décorées à l'intérieur. Finalement, cette décoration stuquée, regardez, ils ont décoré comme si c'était construit avec des parpaings, voyez-vous. Et dans la niche, alors là, c'est magnifique. Regardez, on a l'impression d'avoir un style pompéien, un petit petit qui joue de la flûte, vous avez des petits oiseaux, de la vigne, c'est absolument magnifique. Et l'apogée, tout simplement, de ce royaume de Nabaten, qui fait 900 km nord-sud, se trouve, c'est l'époque de grand roi Arétas IV, 9 avant, 40 après. Il est contemporain totalement d'un autre personnage très connu de vous, Jésus-Christ. Mais aussi, cet apogée phénoménal a aussi séduit des mariages diplomatiques. Est-ce que vous savez que Hérode le Grand, qui est le Hérode de la naissance du Christ, est né d'un père Antipater, à peine judaïsé, mais que maman est Kypros, une très grande princesse nabatéenne. Et qu'il a eu plusieurs épouses, Hérode le Grand, dont il aura des fils. Et un de ses fils qui va lui succéder, Hérode Antipas, qui est le Hérode de la mort du Christ, il lui a fait épouser qui? Phaziel, tout simplement la fille du roi Arétas IV de Pétra. Il y a de nombreuses, je dirais, relations matrimoniales, filiales, entre les Nabatéens de Pétra et le royaume de Judée sous tutelle romaine. Vous voyez. Et pas que. Il y a plein d'histoires à dire dans la petite histoire. Voyez. Et Arétas IV, c'est l'apogée, mais Arétas IV, donc, contrôlait la grande étape caravanière du Sud, Égra. Alors, Égra, c'est la ville frontière le plus au sud, qui se trouve dans la très belle, magnifique oasis de Al-Oula. Quel bonheur de déambuler dans ces milieux, que ce soit Pétra ou Égra, c'est un bonheur. Et alors, ce que l'on voit, la première chose que l'on voit à Égra, eh bien, ce sont la multitude des tombeaux, dont ici, comme à Pétra, toutes les façades de tombeaux sont des nefesh, des supports de l'âme végétative du défunt. Je vais y revenir. Mais là aussi, il y a des lieux saints. Vous avez là, sur cette petite butte, on voit un petit sanctuaire à 4 colonnes qui a ses dépendances en contrebas, à côté d'une grande maison qui était peut-être la demeure du prêtre qui desservait là, vous voyez. Donc, et comme à Pétra, on a un mini-cycle avec à l'entrée un grand triclinum cultuel que vous avez là à droite, et à gauche, vous devinez, tinaos où il y a des bétines, des traces de bassins, vous voyez, assez usés. Voilà, en beaucoup plus grand, on devine, vous voyez, les banquettes, triclinum 3 banquettes, biclinum 2 banquettes, vous voyez, et on entre dans ce petit wadi, et derrière, une ouverture vers un lieu complètement fermé,
où vous avez de nombreux petits naos creusés avec, eh bien, les bétils de Douchara, le plus grand, avec Al-Ouza, ça paraît, et le troisième, on ne sait pas bien. Est-ce que c'est la déesse Némésis, l'équivalent de Némésis, celle qui assure la vie après la mort? On ne sait pas bien, il n'y a pas les noms. Hein. D'accord. Et puis, des centaines de tombes. Euh, ces tombes sont toutes du style aigrat, c'est-à-dire des petits escaliers qui aboutissent à une corniche égyptisante et dessous un petit boudin de demi-rond, et puis dessous une façade hellénisante. Vous voyez, vous avez le fronton avec les petites urnes funéraires sur les points. Et ça, c'est le type principal que nous avons tout simplement à Pétra. Et il faut savoir que toutes ces tombes sont inscrites, datées de à peu près 40-50 avant, jusque 50-70 après. Ça a duré un siècle seulement un siècle. Voilà, par exemple, je pense à la tombe Hygiène 29. Voilà ce qui est écrit. Et que Douchara, le dieu de notre Seigneur et de tous les dieux, maudisse quiconque fera sortir cette wushu, c'est-à-dire la défunte, de cette niche funéraire pour l'éternité. Et que la malédiction de Douchara et de tous les dieux témoigne de cela. On a celui qui fait, qui commandite, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais on a toutes les dates, et ça c'est magnifique. Et là, sous les yeux, vous avez ce qu'on appelle le type mésopotamien. Vous voyez, vous avez parfois deux boudins, un ou deux boudins, avec les petits merlons, et puis dessous, eh bien, une petite corniche avec des lions affrontés autour d'un astre ou d'un aigle, vous voyez. Le plus beau, celui qui frappe l'imagination est Kasr el-Farid parce qu'il est très très isolé. Il est du premier tiers du 1er siècle, 21 mètres de long, et l'inscription, il n'a pas été achevé, vous savez. Donc, et malgré tout, il y a une inscription qui dit Liane l'a pris. Sinon, voilà quelques détails de fronton. Très souvent, vous avez un visage d'où émergent, comment dirais-je, des serpents. Hein. C'est pas des couettes, non, c'est des serpents. Parce que le serpent, il pénètre les entrailles de la terre pour la fertiliser. L'eau qui ressort fertilise, donc il est assimilé au sexe de l'homme qui pénètre les entrailles de la femme pour la fertiliser. Et donc, il est un symbole de résurrection dans un contexte funéraire et dans la vie normale, un symbole de fécondité. Vous avez aussi, vous voyez, des espèces de petits sphinx, pattes levées à la manière mésopotamienne de part et d'autre d'un astre. On est dans un monde stellaire. Il se trouve que dans les années 2008, il a été fouillé des tombes et 7 n'ont pas été pillées, ont révélé des restes de momification qui permettent de reconstituer les différentes étapes de momification à travers des bandelettes, tissus, tout ça, et le transport à travers des sacs cousus ensemble de cuir, vous voyez, avec déposés dans le monument avec des restes de nourriture, des petits objets familiers, des armes, des poteries, etc. Voyez. Quant à la ville elle-même, qui est au fond de la vallée, à peu près 52-53 hectares, entourée de 3 kilomètres de murailles de briques crues, comme la ville, briques crues, eh bien, elle a été peu fouillée. Ce qui a été fouillé, c'est ce que je vous montre là sur le côté. C'est la ville après la conquête de l'Empire romain. Alors, que s'est-il passé? Je vous parlais tout à l'heure d'Arétas IV, le grand règne. Vous voyez, il meurt en 40. C'était l'apogée. Ces pièces ont un contenu d'argent très important. Et déjà, à la fin de son règne, ça commence à baisser. Son fils, Malikos II, les pièces de monnaie sont dévaluées. Et il dit, ça va pas bien. Il commence à faire irriguer de vastes étendues pour encourager les nomades nabatéens à devenir des agriculteurs, à construire des maisons, eux qui n'en construisaient pas, à cultiver de la vigne,
pour faire du vin, eux qui ne buvaient pas d'alcool, à faire planter des oliviers, etc. Voyez, on commence à les transformer au courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Malicos II meurt avant son ère, laissant un jeune et futur Rabel II. Dieu est grand, El Rabbanou est grand. Et que fait Rabel II quand il arrive au pouvoir en 70? Eh bien, il change de capitale. Pétra ne sera plus la capitale politique, ça sera Bosra au nord, qui est dans une grande plaine céréalière, sur une voie de commerce également, mais avant tout céréalière. Pétra va rester l'épicentre religieux, funéraire, bien sûr, et culturel nabatéen. Mais déjà, c'est la fin, c'est le début de la fin, vous voyez. Et à ce moment-là, arrive à Rome un empereur, Trajan, et là, oui, je vous montre un peu de vaisselle nabatéenne que l'on a aussi bien à Aigra que partout dans la nabatéenne, avec l'écriture, bien entendu, nabatéenne. Et l'araméen, le nabatéo-araméen, va être à l'origine d'une écriture qui existe encore aujourd'hui, qui est l'écriture arabe. Voilà. Et donc là, mon empereur Trajan a disparu. Eh bien, il apprend que Rabel demeure en 106. Et là, il envoie un de ses 2 fils adoptifs, Cornelius Palma, faire l'acquisition de la Nabatéenne. C'est fini. On n'aura plus de royaume caravanier indépendant. C'est fini. Et la Nabatéenne est comment dirais-je, inclus dans l'Empire romain. Et pour constituer la grande péninsule d'Arabie. Voilà ici notre empereur, donc Trajan, et les monnaies qu'il va donc émettre en 106. Alors il y aura quelques petites révoltes ensuite, mais Trajan décide que Bosra restera la capitale de la province d'Arabie. Pétra restera l'épicentre culturel et religieux, tout simplement. Vous voyez, et cette province d'Arabie voit Aigra au sud, abandonnée dès la conquête. Et déjà, les tombes à partir de Rabel II, à partir de 70-75, il n'y a plus rien de construit à Aigra. Pétra continue, mais c'est Bosra tout au nord, qui est actuellement en Syrie du Sud, qui prend le relais. Alors, de cette époque romaine, vous savez, on dit qu'il y a 2 grands vecteurs diffuseurs du christianisme, c'est les légions, l'armée, les légions romaines, et aussi le commerce. On a les 2 à Pétra. Et c'est ainsi que, dès le IIe siècle, eh bien, nous avons des communautés, comment dirais-je, diversement arabes et surtout nabatéennes. Vous avez là une reconstitution de la vue, enfin du centre urbain maintenant au IIe siècle de Pétra. En arrière-fond, la falaise de Roupta, voyez, c'est fait d'après la photo que vous avez là, avec les tombes palais, tombes corinthiennes, et un peu au milieu à droite, donc la fameuse tombe corinthienne. Et c'est assez extraordinaire parce que cette tombe, elle était dotée d'une grande cour devant avec un double portique. Dès qu'on passait la petite porte, une immense salle sépulcrale. Mais alors, elle avait un tout petit chemin grand comme un doigt pour monter là-haut. Qu'à cela ne tienne, quand on a décidé de transformer cette tombe en cathédrale, et cela en 447 après Jésus-Christ, on va la doter d'immenses structures d'escaliers, voyez, qui permettent à une foule d'arriver à cette tombe devenue cathédrale. On va aménager l'intérieur pour avoir une sorte d'abside et de 2 petites absidioles. On aura une clôture dont on a les trous au sol. Là, vous avez les 5 trous de la chaire à prêcher qu'on appelait ombons. Et vous avez la tabula insata où il est écrit que l'évêque Jason et le diacre Julien ont consacré le 5 Lous de l'an 341
donc, c'est-à-dire 446-47, en présence du numérus, ils ont inauguré cette cathédrale. Vous voyez. Mais il y a aussi des églises construites, celle-ci du 5e et 6e siècle, avec sa cour atrium citerne dessous, donc avec à gauche le baptistère, la grande église et quelques annexes où on a retrouvé des papyrus de type administratif. Regardez l'intérieur. Voyez. Alors, au premier plan, vous avez le petit baptistère, voyez, et puis le sol pavé. Alors, c'est pas d'une grande finesse, hein, mais ça utilise tout le corpus, je dirais, gréco-romain. On a Océanos, on a Poséidon, on a Gaïa, vous voyez, la terre, mer. Donc, il faut du temps pour évacuer et intégrer des éléments proprement chrétiens, voyez. Et puis, 100 mètres plus haut, vous avez une autre église de plan centré avec les 4 colonnes un peu gris bleuté, chapiteaux à cornes typiquement nabatéens qui soutenaient la coupole, voyez, devant la cour. On en a encore une autre. Ah ben oui, ça fait 3 déjà. Alors, je reviens derrière. Et en fait, Pétra peut s'enorgueillir d'avoir des martyrs. Paul de Pétra. Nous avons Raïtou de Pétra, qui sont des martyrs chrétiens nabatéens de l'époque dioclétienne à la fin du IIIe siècle. Voyez. Et déjà, je ne résiste pas, veuillez m'excuser, à vous lire en fait ce que nous dit, comment dirais-je, une inscription, où est-ce qu'elle est, qui nous mentionne que à Pétra, on vénère le fils d'une vierge qui s'appelle Doucharès, etc. Et Douchara est assimilé à Jésus-Christ. Et oui, à Pétra. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Voilà. Bref, c'est quand même, on arrive là, fin du 3e, 4e, 5e siècle. Beaucoup d'Arabes safaïtiques et autres sont arrivés. Et déjà, on n'arrive plus vraiment à saisir la spécificité nabatéenne. Le commerce caravanier a été détourné par les Romains, donc par le Golfe, la mer Rouge, puis qui arrive à un port égyptien, on traverse par le Wadi Hammamat jusqu'à Coptos, on retourne, on descend le Nil jusqu'à Alexandrie et on contourne la Nabatéenne. Et cela, ça s'est fait tout doucement dans le courant du 1er siècle. Voyez, le commerce est détourné, donc appauvri. Et puis vous avez d'autres populations arabes nomades, comme les Safaïtes, qui occupent également le terrain. Et c'est la raison pour laquelle l'avant-dernier roi, Malikos, avait commencé à irriguer des terres et à implanter ces nomades un peu partout comme de futurs, comme des agriculteurs, voyez. Et au temps du dernier souverain, Rabel II, eh bien, ils sont plus des sédentaires que des caravaniers. Et puis, 4e, 5e siècle, comme je vous dis, on parle l'arabe, on perd la spécificité nabatéenne, culturelle, linguistique, religieuse, voyez. Et pourtant, ils existent encore, noyés avec d'autres Arabes. Ils sont devenus chrétiens. Et dans le Negev, où je vous montre là, Pétra, et surligné en rouge, des villes qui sont des étapes caravanières fondées au 1er siècle avant Jésus-Christ, vous avez des complexes religieux de toute beauté, des cathédrales, des églises monumentales, voyez-vous, mais ils sont maintenant confondus avec d'autres Arabes. Et je vous montre, pour finir, Gaza, qui était le grand port caravanier d'exportation des Nabatéens. Voyez. Alors, caravane, oui, de commerce, de moins en moins, voyez. Et un beau jour, eh bien, comment dirais-je, le site est abandonné au désert. Voilà. Alors, tout ça pour illustrer un nouveau circuit, donc Jordanie, Arabie du Nord, voyez, parmi lesquels de nombreux sites sont, comment dirais-je, inscrits au patrimoine de l'UNESCO, bien sûr Aigra, bien sûr Pétra, voyez,
c'est un voyage assez fantastique de ces petits royaumes caravaniers dont certains, comme les Nabatéens, sont quand même devenus très importants. Et avant de vous répondre à vos questions, bien sûr, voici ici un petit exemple des circuits que j'accompagnerai à la suite. Par la suite, vous avez Noël à Jérusalem, la Jordanie, Mémoire d'Orient, Jérusalem, carrefour des religions monothéistes, etc. Voyez. Alors, sur cette note mélancolique, eh bien, je vais vous dire au revoir, à moins que l'on me mette donc le chat. Voilà. Voilà le chat. Alors, vous avez obligatoire, je vous montre là les prochaines activités de Internet, conférences. Il était une fois Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas? Le 11 octobre, croisière musicale en Norvège, le 12 octobre, puis des promenades culturelles. Hein. Donc, Saint-Germain, Munch, tout simplement. Voilà. Et puis, ben, je vais essayer de lire vos questions pour y répondre. Tout simplement. Alors, voilà. Les questions qui sont, si j'arrive à si ça bouge tout le temps, passionnant, merci, très intéressant. Ayant Alors, s'il y en a qui sont intéressés, je leur conseillerais de joindre le service groupe avant que ce circuit soit en brochure. Voyez, voilà. Vous avez parlé de tombes transformées en cathédrale, mais où se trouve la trace de ces tombes? Ben, la tombe, c'est l'immense monument avec la salle sépulcrale, et il y avait des niches dans ces salles où on déposait le défunt, tout simplement. Nous n'avons pas de traces de sarcophage en pierre. Non, on déposait très certainement le défunt sur des nattes, dans des niches, ou sur le sol, tout simplement, de ces salles. Donc, merci pour ça. Y a-t-il un voyage en Arabie seul? Oui, il existe un voyage en Arabie seul qui est au mois de janvier, vers la mi-janvier, je n'ai pas... Hein, 19 janvier, si je me rappelle bien, ou 18 janvier. Merci, je m'attendais à des caveaux, ce sont donc des niches, tout simplement, oui. Merci beaucoup. Ben, écoutez, je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette conférence, à tous les amis, à ceux que je connais, à ceux que je connaîtrai peut-être plus tard. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je regarde s'il y a d'autres conférences. C'est passionnant. Merci. Voilà. D'accord. Merci. Ah oui, vous pouvez organiser un voyage en 2023. Ah ben, ça serait absolument génial. Hein. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Bon, ben écoutez, si tout le monde est content, je vais vous dire, je suis allée 2 fois à Pétain, c'est très intéressant. Un vrai bonheur. Oh, merci beaucoup pour cette confiance. C'est bien. Voilà. Bien, on va terminer l'événement. Alors, je vous dis au revoir à tous.